Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, en compagnie d'Aurore. Salut Aurore. Salut Enzo. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Merci pour cette réception dans ce lieu magnifique. J'adore. Eh ben écoute, oui, on peut le dire, on enregistre dans les bureaux de Sunday, puisque je bosse chez Sunday à côté de Phoenix, et que c'est... de la bombe. C'est de la bombe, mais on va bientôt se barrer. Donc quelque part, t'as de la chance de voir à quoi ça ressemble encore aujourd'hui. Hein. J'adore. Magnifique terrasse, tout ça. Ouais, c'est cool. Les bureaux sont cool. Et puis, ils font enfin, on enregistre, quoi. Ça faisait un petit moment qu'on se courait après pour trouver une date. Hein. Quel enfer. Depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, t'imagines les agendas de ministres qu'on a, quoi. Oh, les mecs, n'importe quoi. Et pour la petite histoire, c'est drôle. J'aime bien à chaque fois donner du contexte sur comment on se rencontre avec Aurore. Aurore, on se rencontre sur LinkedIn, après un petit post... D'ailleurs, je vais pinguer. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu Stéphanie. Je fais un petit post sur Mathieu pour le pousser à venir sur Phoenix et Aurore me parle à la suite de ça. Et donc, on se fait un petit call et tout. On se marre bien. Puis on se dit, tiens, t'as une histoire marrante toi aussi. Tu voudrais pas venir ? T'as pas envie de venir sur le podcast ? Puis nous voilà, quoi. Ouais, trop sympa. J'avais adoré notre échange et c'est vrai que ton petit post à Mathieu Stéphanie, j'avais trouvé que c'était pas mal parce que t'avais pas mal buzzé. Il avait bien buzzé, ouais. Et t'avais dit si j'ai 1000 likes. 1000 réactions, ouais. 1000 réactions. Ouais. Mathieu, tu viens. Et justement, je parlais avec Mathieu Stéphanie hier. Je pense qu'on va finir par l'avoir. Je pense qu'il va venir, Mathieu. C'était une démarche assez drôle. Et pour la petite anecdote, j'ai écrit ce post un dimanche matin à 11h après m'être mis une grosse race la veille. Donc, tu sais, c'est le genre de truc où tu te réveilles, tu te dis, je m'en fous, vas-y, je le poste. Et puis le truc, il buzz. Tu te dis, oh putain, en fait, il faut que j'écrive tout le temps quand je suis défoncé. Ouais. Non, bref, bravo. Voilà une grosse intro. Donc, on est avec Aurore. Aurore, après tout ça, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui écoutent ? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis Aurore Abécassis. J'étais à HEC. J'ai fait 5 ans de conseil en strat chez Bain & Compagnie. Et j'ai fondé ma boîte d'événementiel nouvelle génération juste avant le Covid. Ça s'appelle Acme. Donc, Acme, c'est une agence événementielle B2B qui casse les codes de l'événementiel, qui met de l'agilité, de la tech, de la méthodo. Et ce qui est très important, c'est qu'on travaille avec des décideurs, qu'on veut faire des événements très très premium, des expériences immersives, et qu'on travaille avec des clients emblématiques. LVMH, on vient de signer avec Facebook, Paris 2024, on a des très beaux clients. Donc voilà, on est en train de construire la marque et c'est une super aventure. Eh ben dis donc, juste avant le Covid en plus tu lances ça. Ouais, du coup, ouais, j'ai pas eu la meilleure intuition du monde, mais finalement, ça s'est bien retourné parce que on s'est positionné sur le digital. On a été considéré comme leader des événements virtuels, donc énorme chance puisque c'est comme ça qu'on a attrapé toutes les boîtes du CAC 40. Et finalement, aujourd'hui, tu vois, on fait semi-physique, semi-virtuel et finalement, le Covid a été une chance pour nous parce qu'on se serait jamais positionné aussi bien auprès de toutes ces boîtes si on n'avait pas pu faire de digital. Et comme quoi le Covid, ça peut aider. Hein. Juste pour ceux qui écoutent, on va pas du tout parler de ça. Hein. Là, on voit un premier coup de rebond là avec Aurore. On va pas parler de ça aujourd'hui, on va pas parler du Covid. Aurore, avant qu'on justement rentre un peu dans le contexte de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'échec ? Ouais, bien sûr. Alors, pour moi, l'échec, en fait, il y a 3 volets de l'échec. Il y a 3 options. Ou bien, tu dépasses pas ton échec et en effet, c'est un échec. Donc, ça veut dire que tu voulais atteindre un objectif désiré que tu n'as pas réussi à l'atteindre. Ou bien, tu arrives à le dépasser et dans ces cas-là, tu le contournes et donc ce n'est plus un échec. Ou bien, le 3,
ton échec, tu fais une force de cet échec, un peu ce que je t'ai raconté avec Acme et plein d'autres choses. Et dans ces cas-là, tu transformes ton échec en une opportunité. Je crois qu'on appelle ça les antifragiles. Et du coup, ça veut dire que ce n'est plus un échec, c'est en fait une opportunité. Et du coup, mon point de vue, c'est que l'échec, c'est une question de point de vue. Et que du coup, moi, l'échec, j'essaye de pas le voir comme un échec, mais plutôt de me dire comment je peux le transformer en un challenge qui va en fait me rendre meilleur. Comme le dit Nietzsche, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est vrai que c'est un leitmotiv que je me répète assez souvent. Eh bien écoute, c'est une bien belle définition en 3 étapes. Magnifique Aurore, on valide, très fort. Aurore, aujourd'hui, alors je donne un peu de contexte comme on s'est dit justement avant parce que on ne vienne pas tirer là-dessus à boulet rouge. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ultra inédit, que du coup, quand on s'en est parlé, je me suis dit, en fait, ça ferait un super sujet, parce que je pense qu'il y a plein de choses derrière à aller chercher. Alors, on va pas parler d'un échec à proprement dit, comme on le dit, mais de toute façon, bien souvent, je pense que vous l'avez compris dans Phoenix, on parle pas que d'échecs pro, etc. On va chercher des choses un petit peu plus fortes. Là, aujourd'hui, je donne un peu de contexte. Donc, Aurore, toi, tu as un frère jumeau qui est atteint donc de trisomie. Exactement. Okay. Donc là, bien sûr, pour ceux qui écoutent, c'est pas un échec d'avoir un frère trisomique. Merci beaucoup. Commencez pas à dire des conneries. Le truc, c'est que je pense que tu dois avoir une période dans ta vie où tu te construis autour de ça, qui doit être extrêmement intéressante, parce que là, on se parle d'un frère jumeau. Alors, c'est un faux jumeau. Je vais te laisser parler de tout ça, bien sûr, mais t'as quand même un frère jumeau sur le papier qui est atteint de trisomie, et toi, non, quoi. Et ça, du coup, l'histoire est incroyable. Enfin, je croise pas des gens comme toi à tous les coins de rue, quoi. D'où le fait que tu viennes sur le podcast, parce que je trouve ça assez fort comme histoire. Et je vais du coup te laisser introduire un peu tout ça. Peut-être qu'au départ, on peut un peu rappeler justement ce que c'est que la trisomie, comment ça fonctionne. Ah oui, alors comment ça fonctionne la trisomie? Comment ça fonctionne? Alors Jamie. Donc, ce qui est effectivement, t'as raison, c'est que moi j'ai toujours cherché une altérité, enfin quelqu'un qui me ressemble. Et ce qui a été compliqué, c'est que je l'ai jamais trouvé. Enfin, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait un frère atteint de trisomie et dont c'était le jumeau. Bon, ça, c'est impossible. Je sais pas si c'est mission impossible, mais j'ai jamais trouvé. Je cherche encore. Si jamais vous faites partie de ces gens-là, surtout signalez-vous. Et j'ai rencontré quelques personnes qui avaient un frère ou une sœur trisomique, mais c'est extrêmement rare. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que y en a peu statistiquement, en effet. Mais je pense que c'est aussi peut-être que les gens n'en parlent pas. Donc c'est peut-être un peu tabou. Donc je suis contente d'être là aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet important et que peut-être que c'est quelque chose dont les gens veulent peu parler, mais finalement c'est une réalité et ça apporte plein de choses. Donc c'est important pour moi de témoigner. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire que je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose, c'est que je n'ai pas de personne qui me ressemble à 100%. Et donc on est tous uniques, on est d'accord. Mais dans le schéma familial, c'est vrai que déjà de base, c'est difficile de trouver un miroir. Donc, pour reprendre pour la question que tu m'as posée, c'est quoi la trisomie 21 ? Donc, c'est bien la trisomie 21. Bon, c'est une histoire de chromosomes, je ne vais pas refaire la génétique. Un chromosome en plus. Voilà, exactement, le 21e. Et donc, en fait, concrètement, ce que ça donne, c'est que... moi, mes parents ne savaient pas. Et puis, au bout de quelques jours, ils se sont rendus compte que mon frère était trisomique. Et voilà, ils se sont dit, on va en faire une force et ça va être une aventure qu'on va vivre tous ensemble. C'est Sartre qui dit que le handicap, c'est juste un bouquet de fleurs qui est différent. Chacun naît avec son bouquet. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, quand j'étais en Cagne, parce que j'étais en Cagne BL, donc c'est pour ça que je vous cite des petites refs, c'est pas pour me la péter, c'est que ça m'a construite pas mal. Et notamment Sartre, quand j'ai découvert cette histoire de bouquet, je me suis dit, ok, cool, en fait, on a juste tous un bouquet différent, c'est pas que je suis amoindrie, c'est pas que j'ai quelque chose en moins par rapport aux autres. Donc voilà, donc la trisomie, c'est cette histoire de chromosomes. Concrètement, ça impacte le mental. Et donc, ça veut dire que mon frère n'a pas le même âge que nous dans sa tête, quoi. Et donc, il y a un retard mental et qui fait que parfois, il nous surprend. Il est extraordinaire par plein d'aspects. Hier, il est allé dans un nouvel ESAT. C'est l'endroit où il travaille. Il était dans le sud de Paris, dans le 15e. Il est allé au Front Populaire tout seul. Il a fait tout son métro tout seul. Il y est arrivé tout seul et tout. Et moi, je me suis dit, non, mais il n'y arrivera jamais. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Et par d'autres aspects, voilà, on le sait de toute façon, il y a des retards sur plein de choses. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas disserter philosophie ensemble. Même si il a souvent plein de
plein d'histoires à raconter et que, encore une fois, il nous surprend beaucoup. Petite question du coup, donc c'est ton frère jumeau. À quel moment toi, là on revient très 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 loin du coup en arrière, à quel moment est-ce que toi justement tu comprends que malgré le fait que vous soyez jumeaux, vous êtes totalement différents? À quel âge tu comprends ça? Est-ce que c'est tes parents qui te l'amènent le sujet? Est-ce que tu commences à déceler des choses très petits? Comment ça se passe à ce moment-là? C'est une bonne question parce que je crois qu'on me l'a posée et j'avais du mal à répondre. Parce que en fait, on est nés ensemble. Donc, comme on est nés ensemble, j'ai pas eu. Enfin, déjà, j'ai pas d'autres frères et sœurs. Enfin, j'ai 3 demi-sœurs, mais qui sont donc à plus de 10 ans d'écart et au-dessus. Donc, en fait, j'ai jamais eu d'autres comparaisons à la maison, au quotidien. Et donc, pour moi, tout était normal. Jusqu'au jour où l'altérité, justement, te renvoie ce miroir de tu n'es pas pareil que moi. Et en fait, on était ensemble à la maternelle et je me souviens à la maternelle que il y avait des ricanements, des regards. En fait, c'est l'autre qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème, ou en tout cas que la vie était vraiment dure parce qu'on se prenait beaucoup de regards de l'autre, de moqueries, ouais. Voilà. Et donc je pense que il y en avait pas mal pour mon frère, mais que moi je les prenais pour moi. Et puis de toute façon, je pense qu'on était un peu dans le même panier. Donc je pense que, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petite, vraiment, les autres, j'avais du mal à vivre en société, quoi. Je trouvais que c'était hyper dur d'être au contact des autres parce que ça me renvoyait toujours une mauvaise image. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Je ne vis plus jamais seule. Je suis tout le temps entourée. C'est peut-être une compensation d'ailleurs. Mais donc voilà, quand j'étais petite, ce qui était vraiment dur, c'est que par l'altérité, que ce soit à l'école, que ce soit en vacances, que ce soit partout, c'était toujours un rejet. Et donc très vite, j'ai compris que qu'on n'était pas comme les autres. Je comprenais pas trop pourquoi ils nous rejetaient. Donc j'avais du mal à... Tu vois, j'ai très tard mis les mots sur les choses, mais j'avais juste ce sentiment. À quel âge, justement, t'as commencé à mettre les mots là-dessus et à vraiment prendre conscience de ça, donc parce que du coup, t'es ensemble à la maternelle, donc après... Donc maternelle, ensuite on allait... Primaire, logiquement. Donc primaire, on n'était plus ensemble. Et c'est ça ce que je voulais dire, à un moment donné, t'as 2 écoles distinctes, forcément. En primaire, on a été séparés, mais je me souviens que même à la maternelle, tu vois, il y avait beaucoup de rejets de la part... je le dis, des maîtresses, des directeurs, de tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal évolué et c'est une bonne nouvelle. Mais à l'époque, tout était une bonne raison pour exclure mon frère, quoi. Trop compliqué pour gérer, en fait. Voilà. Du coup, ils préféraient se dédouaner. Exactement. Et donc, finalement, ça a simplifié un peu les choses quand on était en primaire, puisque lui était allé dans une école qui s'appelait d'ailleurs la classe Aurore, de façon... complètement, ouais, c'est marrant puisque c'était pas lui qui l'avait choisi et c'était une classe où il y avait que des personnes handicapées dans une école qui était Sainte-Croix de Neuilly qui accueille des enfants totalement normaux. Ah non, ok, des enfants normaux. Ouais. Ok. Donc c'est une classe et donc ça c'était génial, super concept qui fait que il y a une mixité, qu'ils sont acceptés, qu'ils sont aidés. Et je veux me rencontrer derrière en prépa ou à HEC des gens qui étaient là-bas et qui me disaient « Ah oui, j'ai vu ton frère, on a eu des super rapports. » Donc voilà, ça c'est assez marrant et ça fait plaisir de sentir cette co-construction, quoi. Voilà, donc pour répondre à ta question, parce que j'y ai pas répondu, en primaire, en effet, on était séparés et donc pour moi, ça m'a donné un peu de mou quand même. Ça m'a permis de prendre un peu l'air. Et ensuite, je pense que c'est quand je suis allée à l'étranger. Donc tard, quand j'étais à HEC, je suis allée en césure à New York et ensuite à Shanghai. Et c'est vraiment le moment où j'ai pu vraiment prendre mon envol et me séparer de mon frère, du cordon qui nous reliait, et de vraiment vivre ma vie à 100% comme si j'étais une personne qui n'avait pas été liée à ça. Quasiment. Donc il a fallu aller loin pour te donner le droit de vivre à un moment donné ta vie à toi. Ouais, et il a fallu une distance physique, ouais, c'est ça. Tu vois, d'être loin. Parce que même quand j'étais en prépa, même quand j'habitais seule, en fait, il y avait quand même les appels téléphoniques, le fait qu'on se voyait souvent. Les repas le week-end avec la famille, les trucs. Donc forcément, t'es toujours ramené dans cette réalité-là. Et toi... Parce que, ouais, qu'est-ce que tu ressens, du coup, à ce moment-là, quand tu vois vraiment que t'es différent, que t'as toujours cette attache avec ton frère? Enfin, comment ça se passe, tu vois, émotionnellement? Là, aujourd'hui, du coup, on va en parler, parce qu'il y a tout le côté après. Là, on est encore dans la phase initiale où, justement, en plus, t'es jeune, tu te cherches. Comme tu dis, t'as le regard des autres. Donc aussi, pareil, c'est quoi le poids de ce regard des autres au quotidien? Comment t'arrives quand même à essayer de te construire? Comment ça se passe?
Ouais, c'est vrai que... alors, en plus de ça, mes parents ont 2 cultures différentes. Donc, c'est vrai que l'autre jour, j'en parlais avec ma cousine. Elle me disait, c'est cool, t'as bien évolué. Maintenant t'es bien, quoi. Mais t'as mis un peu de temps. Merci. Maintenant, t'es une femme accomplie. Mais ça a pris du temps. Et donc, je lui disais, ouais, c'est vrai, c'est mon frère et tout. Elle me disait, ouais, mais en plus de ton frère, t'as des parents qui ont 2 cultures et mes parents voulaient vivre les 2 cultures à fond. Donc, ça, c'est pas commun non plus. Et donc, à la fois, eux, ils voulaient vivre leurs 2 cultures et nous faire vivre leurs 2 cultures, plus mon frère qui m'apportait une différence. Donc, je me sentais vraiment très différente parce que je vivais rien comme tout le monde. J'ai fait ma bat mitzvah, j'ai fait ma première communion. Enfin, des trucs, les gens me disaient, mais je comprends pas, pourquoi tu choisis pas entre les 2 cultures? Donc voilà, et pourquoi t'as un frère, pourquoi tu réagis comme ci, comme ça? Parce que c'est vrai que ça développe une hypersensibilité aussi, ce côté, on en parlait en off, toi et moi, on vous dira pas ce qu'on s'est dit. Et donc le côté, en fait, j'ai une partie de moi que j'oublie jamais, il y a ma charge mentale qui est assez développée et qui se dit, il y a quelqu'un dont il faut s'occuper un peu au quotidien et toujours se demander comment il va. Être en alerte, quoi. Je suis tout le temps en alerte et donc hypersensible. Et voilà, il y a ce côté-là qui se développe pas mal. Non, mais t'as un mot du coup là-dessus, en fait, c'est que inconsciemment, en fait, tu développes, enfin, moi je l'ai appelé comme ça, parce que c'est le syndrome de l'infirmier, quoi. Parce que tu te dis à un moment donné, je te pose la question là-dessus, c'est pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et puis, en fait, du coup, tu t'obliges un petit peu, mais parce que tu l'aimes aussi, ton frère, il faut que tu t'occupes de lui, quoi, dans ta tête. Tu te dis, OK, moi, j'ai cette chance-là, entre guillemets, de pas être atteint de trisomie, donc il faut que je compense en l'aidant un max, quoi. Ouais. Du coup. Et ça devient, du coup, à la fois aussi très lourd pour toi d'avoir cette charge mentale supplémentaire, j'imagine. Bah oui, alors ça, c'est lourd. Ça, c'est sûr que... c'est un poids. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un fardeau tous les jours, ce qui est pas du tout. Enfin, je le ressens pas au quotidien. Hein. C'est juste que je m'en rends compte que c'est très rare pour moi de déconnecter, de lâcher prise. En fait, je lâche jamais prise parce que j'ai toujours ce qui me ramène à la réalité, qui est en fait il y a quelqu'un dont il faut s'occuper, entre guillemets. Je m'en occupe pas tous les jours, j'ai de la chance, mes parents s'en occupent beaucoup et il y a plein de gens qui s'en occupent énormément et c'est une chance qu'il y ait des gens qui se dévouent à ça. Heureusement, ça nous allège beaucoup. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'ai cette charge au quotidien qui me dit pars pas trop en live parce que en fait, il y a toujours quelqu'un ton frère, bien sûr, qui est en tête et je suis seule. Enfin, c'est ça aussi. Je pense que si on a une fratrie où on est super présent, moi j'ai une amie, ils sont 10. Oui. C'était la petite dernière. Bon, ils se relaient, tu vois. Là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de relais. Puis t'es lié, je veux dire, c'est ton frère jumeau, encore une fois, même si vous êtes des faux jumeaux, donc c'est pour ça que en fait, t'as cette hyper connexion en permanence, j'imagine. C'est pour ça qu'on parle de charge mentale, on parle de fardeau, c'est des mots très lourds. Ton frère, que les gens n'aient pas imaginé, tu l'aimes d'amour comme c'est pas permis, et tu penses à lui tout le temps, et t'as envie de t'en occuper. Ouais. Et donc, mais oui, ça doit être pesant en plus, que c'est un poids supplémentaire avec toutes les charges, toutes les responsabilités qu'on a dans la vie. En plus, Thomas, t'as monté ta boîte, donc voilà, t'as plein de choses en tête. Plus t'as ce côté-là auquel tu te rattaches. Donc ça doit être... Je pense que t'as raison. Et évidemment, mon frère, je l'aime d'amour. Et évidemment, on s'appelle tout le temps. Et je dis que c'est un fardeau. Mais parce que ce que je veux dire, c'est que je veux faire prendre conscience que c'est une réalité. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui disent d'accord, ça doit être dur au début. Non, c'est pas dur au début. C'est dur au quotidien. C'est un fardeau quotidien. Et je suis trop heureuse qu'on soit là pour l'accompagner. Et j'ai trop de chance de vivre dans ce contexte avec lui parce qu'on a la chance de pouvoir vraiment l'accompagner, d'essayer de lui faire atteindre toutes ses potentialités. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et puis voilà, c'est la vie. Et je suis trop heureuse d'avoir finalement cette différence. Parce que moi, je me construis dans la différence. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que pour moi, l'échec, j'en ai vécu en tout cas de la différence et devoir surpasser des moments difficiles dans ma vie. J'en ai eu des tonnes et du coup, je suis forte grâce à lui. C'est une chance. Je suis très sensible aux autres et en fait, je me suis beaucoup construite grâce à lui. Donc je suis très heureuse. Je dis juste, oui, il y a des exigences en fait. Le fait de vivre avec un frère trisomique qui est jumeau, c'est juste une mission. Pour moi, c'est une mission qu'on m'a donnée et je suis heureuse de vivre avec une mission parce que ça veut dire que effectivement, je me dis que je dois accomplir 2 fois plus.
parce que je dois accomplir pour lui. Parce que si lui, il n'a pas la capacité d'accomplir, et en plus, je vois qu'il fait le max. Et c'est aussi pour ça que moi, je veux faire le max. Je me dis, il part d'un petit bouquet tout beau, mais plus petit, qui est plus jeune, qui est plus naïf aussi. On y reviendra, mais moi, j'ai un côté super naïf, d'ailleurs. Si lui, il donne tout et qu'il arrive à accomplir tout ça, nous, on peut pas se permettre, on n'a pas le droit. On a une obligation de faire au moins autant d'efforts que lui, parce qu'on a tellement d'autres potentialités. Et c'est aussi pour ça que j'ai une ambition qui est démesurée. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de monter ma boîte. C'est aussi pour ça que je me permets jamais de moments de faiblesse. Parce que je me dis, lui, il se permet pas ça. Donc nous, il faut aussi qu'on soit dans cette même... Il n'y a pas de raison que lui, il mette plus d'efforts que les autres. Mmh. Ça rejoint la question justement que je voulais te poser, que tu commences à y répondre là-dedans, c'est justement quel recul sur la vie en fait ça t'apporte. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? Tu parles du coup là d'ambition. Je pense que tu dois développer aussi de la reconnaissance et de la gratitude, mais à foison en fait, et une force de caractère justement, et de la bienveillance aussi. Donc j'imagine ça doit être fou en fait ce que ça t'apporte derrière. Ouais, bah j'ai pas de comparaison, donc mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je trouve que ça donne de belles valeurs. Ce que tu dis, de la bienveillance, ça c'est hyper important. C'est parfois un peu usité, un peu dans tous les coins. Pour moi, la bienveillance, c'est très important. En fait, je me dis, j'oublie jamais d'où tu viens, parce que en fait, c'est vrai que je viens d'un endroit où les gens me regardaient bizarrement, où j'étais pas acceptée, où j'étais pas intégrée. Enfin, voilà, on était dans le rejet permanent. Et en fait, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que HEC, ça t'aide, Bain, ça t'aide, j'ai monté une boîte qui marche trop bien. Donc, et parfois, tu te dis, trop bien, je fais partie de ces gens un peu cool, de ces stars et tout. Mais il faut jamais oublier d'où tu viens. Et moi, je refuse l'exclusion, je refuse toujours de ricaner parce que un tel ou un tel a fait ci ou a fait ça. Je me dis toujours, il a toujours une histoire. Et ça, c'est important, je pense, parce que cette bienveillance, il faut jamais l'oublier, elle est très importante. Malheureusement, hein, tu construis tous ces trucs-là parce que tu les as vécus. Et je pense que tu as d'autant plus de bienveillance que toi, tu as vécu de la malveillance. Mais en étant passé par là, voilà, pour moi, c'est la valeur la plus clé, la générosité, le souci de l'autre et le côté, ne jamais laisser quelqu'un derrière. C'est pas possible. Et c'est vrai que moi, il y a eu une période, alors c'est ça aussi, je pense, c'est que j'ai eu plein de périodes. Je suis pas linéaire, parce que je me suis beaucoup construite. Donc, j'ai eu la période de rejet quand j'étais toute petite, enfin par les autres. Ensuite, j'ai eu une période de Mère Teresa. Ensuite, maintenant, j'ai une période, à un moment, j'ai eu une période de caractère très dure. Ce que tu dis, c'est que tu te forges. Et du coup, par réaction au rejet, au côté Mère Teresa, je suis devenue assez dure. Et là, j'espère que je deviens encore meilleure que tout ça et que je me construis de façon dialectique, tu vois, en dépassant tous ces éléments-là. Mais c'est vrai que c'est pas linéaire. Enfin, j'ai l'impression que je mets 30 ans. Il y a des gens qui construisent leur famille à 20 ans. Moi, j'aurais pas été capable parce que je me construis encore aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à identifier, c'est intéressant ce que tu dis là, du coup, sur toutes tes différentes phases de rejet, de Mère Teresa, de caractère très fort, est-ce que tu arrives à identifier à chaque fois le déclic, l'élément déclencheur qui a fait que tu as switché justement d'un mode à un autre à chaque fois? C'est une bonne question, c'est difficile. Du rejet à Mère Teresa, je pense, je l'identifie comme ça spontanément à la prépa. Okay. En fait, j'ai eu de la chance, j'ai fait une CAGNE BL, donc c'est une classe préparatoire littéraire qui remplace les lettres mortes par des sciences sociales et des mathématiques. Donc chose que je n'aurais jamais pu faire de ma vie. Pour ça, donc, je suis très admiratif. Moi, j'ai choisi cette classe préparatoire. Alors, comme d'habitude, j'ai pas choisi le chemin classique. Mais ça, malheureusement, c'est dans mon ADN. Heureusement, moi je veux heureusement. dire. Non, mais heureusement, mais ça implique des difficultés. Parce que j'aurais pu choisir une prépa HEC classique, tu vois. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de faire une CAGNE-BL parce que je vois que humainement, les gens qui ressortent de cette classe préparatoire sont très riches. Parce qu'il y a énormément de lettres et de sciences humaines. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, tu fais énormément de sociologie, énormément de philosophie, de littérature. Et donc, tu te comprends, enfin, tu fais beaucoup de recherches sur toi-même. Et donc, j'ai voulu faire cette classe préparatoire pour ça. Et j'en suis très heureuse parce qu'en effet, tu rencontres énormément de gens qui ont cette même démarche. Et puis, tu rencontres plein d'auteurs
littéraire, philosophe et tout. Et donc, je sais plus pourquoi je racontais ça, mais... Déclic, voilà. Et donc, j'ai fait cette classe préparatoire et j'ai eu de la chance, c'était là ma chance, c'est que j'étais à Sainte-Marie-de-Neuilly, qui est une classe préparatoire catholique. Et donc, il y a des bonnes sœurs. J'ai des potes qui sont partis là-bas. Voilà. Donc, tes potes hommes, c'est pas possible jusqu'à la terminale. Il y a que des femmes. Oui, après. Et après, à partir de la classe préparatoire, c'est mixte. Alors moi, au début, donc moi, je viens comme je te disais, de cultures différentes, juives et catholiques. Je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais what the fuck ? Pourquoi on n'est qu'avec des cathos? C'était une période un peu difficile au début. Et puis en fait, ça a été une période hyper importante pour moi parce que j'ai rencontré que des personnes qui étaient quand même très bienveillantes, on peut le dire. En fait, ce côté très catho, finalement, il y avait plein de gens qui étaient vraiment extrêmement cathos. Et qui du coup il y avait quand même du catéchisme toutes les semaines, 2 heures par semaine, il y avait des messes toutes les semaines, il y avait des retraites, et donc je me suis dit 2 options, rejet, donc au début rejet, et deuxième option, puisque j'ai fait 3 ans là-bas et à un moment il fallait changer de registre, et du coup je me suis dit je vais me prêter au jeu. Donc, je me suis partie, dans ma phase non linéaire, je suis partie dans un élan de mysticisme. Et donc, je me suis dit, OK, je vais vivre à 100%. Donc, je vais faire de la messe tous les jours, des retraites où on parle pas, on fait que lire de la Bible, on fait que des confessions et tout. Et du coup, c'était génial parce que j'étais dans ce mood hyper bienveillant, hyper dans le don de l'autre, dans la générosité. Et donc, j'ai été heureuse parce que je me suis retrouvée quand même, in a way. Je me suis dit, il n'y a pas que moi. Non pas que je dis pas il y a que moi qui donne, mais tout le monde était dans cette démarche de don. Et donc je me suis dit, en fait moi j'ai envie d'être cette personne qui est dans le don et qui, tu vois, j'avais envie. Alors j'en suis très loin, je vous rassure, mais j'avais envie à un moment d'être sainte. Tu vois, je me suis dit, j'ai envie de devenir cette personne comme Mère Teresa, comme Sainte Thérèse, etc., qui sont des saintes tellement elles donnent leur vie pour les autres. Donc j'ai eu cette phase. Et ce qui était bien, c'est que j'étais en phase avec les gens de Sainte-Marie-de-Neuilly qui sont quand même des gens dans le don. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai switché. Et je suis passée, donc c'est vrai qu'avant, j'ai eu la primaire où c'était vraiment dur, rejet. Et puis ensuite, c'est vrai que je t'ai pas parlé d'une phase encore de distanciation physique. C'est que je suis partie à la fin du CM2 au Canada. Mes parents m'ont dit, va apprendre l'anglais, pars en summer camp là-bas. Toute seule. Toute seule. Putain. Donc là, en fait, j'étais quand même vraiment petite et je parlais pas anglais. Je n'étais jamais allée au Canada. Donc je suis partie 1 mois là-bas. C'était vraiment atroce. Dans le sens où j'avais le droit à aucun contact avec ma famille. Je connaissais personne. Fallait vraiment que je me sorte de mon univers. Et en fait, à la fois, c'était atroce et à la fois, ça a été génial parce que ça a été un déclic. En fait, je suis devenue la personne sociable que j'avais jamais été parce que j'ai été forcée de rencontrer des gens. Et donc, j'étais devenue pote avec tout le summer camp, ce qui était lunaire puisque en primaire, je n'avais pas de potes. Enfin, j'avais 3 potes, quoi. Et donc voilà, ça a été le premier déclic quand même en CM2. Et donc en primaire, je me suis dit, franchement, kiff. Vis ta vie sociale. Donc en primaire, au lycée, collège, lycée, j'étais la fille la plus sociable. C'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, est arrivée cette histoire de prépa. Où là, je me suis dit, c'est bon, t'as compris que tu pouvais t'entourer de personnes, donne aux autres. Et donc, j'étais dans cette phase de give back avec Mère Teresa en prépa. Et ensuite, je me suis dit, si t'as HEC un jour, n'oublie pas, toujours pareil, n'oublie pas. Et n'oublie pas de give back. N'oublie pas de remercier tous ceux qui t'ont aidé, de rendre aux autres, aux futures générations, d'être dans cette démarche. Donc n'hésitez pas à me contacter. Faut en profiter. Gratitude. La gratitude, ouais. Voilà. Ouais, oui. Et ensuite, du coup, pour le caractère. Switché, ouais. Ah, quand est-ce que je suis devenue une horrible personne? Et là, Mère Teresa a dit à tout le monde, allez tous vous faire foutre, allez pire à la foutre. Du coup, donc, quand j'étais en école de commerce, je me suis dit, oublie pas. Mais HEC, finalement, c'est quand même un microcosme difficile. Hein. C'est Jouy-en-Josas, donc on est tous au même endroit. C'est marrant parce que c'est le monde en tout petit. Il y a Sortie Volant où il y a des journaux. Tu peux pas trop être décalé. Car là, on a parlé justement de vocation parce qu'elle aussi, du coup, elle a fait HEC. Elle dit que c'était pas évident. En tant que nana aussi, surtout, HEC. Ouais, j'ai entendu ce qu'elle disait. C'est vrai, c'est pas hyper à la mode de le dire, mais c'est vrai. Ça devient de plus en plus d'actualité. Oui. Je sais, je crois que ça a pas mal évolué, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y avait des côtés de l'ancien temps.
les femmes, la place des femmes. Après, moi, je trouve que finalement, ça a été une période difficile. Enfin, c'était génial. Hein, moi, les années HEC, franchement, j'ai adoré. Mais ça a été une période difficile dans le sens où l'altérité est revenue, quoi. Enfin, tu vois, en puissance. Genre, tout ce que tu fais, tout le monde le sait. T'es sur un campus, il y a un journal, il y a des mecs qui t'épient, il y a des mecs qui te filment. Enfin, vraiment, tu peux rien faire et rien n'est laissé au hasard. Et donc, c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, faut que je fasse gaffe. Et donc, parce que j'ai ce côté naïf, hein, je te disais, mon frère est très naïf, entre guillemets, tu vois, et c'est ça qui est beau. Hein. Moi, j'adore. Je regarde ses yeux, je me dis, mais waouh, c'est beau d'avoir aucune méchanceté, aucune once de malice, tu vois, c'est Les pur. Les possibilités sont infinies dans ses yeux, en fait. Tout existe potentiellement. Ouais. Et toute la grandeur, quoi. Tu vois, tu vois la grandeur et c'est transcendant quand même de voir ça. Et donc, quand je vois ses yeux, je me dis, j'ai envie de cette grandeur d'âme et de toutes ces possibilités. Mais bon, du coup, j'ai ce côté naïf. Et donc, quand je suis arrivée à HEC, je me suis pris une bonne claque quand même avec mes yeux là, de mon frère que je voulais prendre. Et donc, je me suis dit, waouh, il faut sortir les crocs quand même. Et c'est là que je me suis un peu endurcie parce que j'avais pas le choix. Et je me suis endurcie aussi quand je me suis frottée. Bon, je t'ai dit, je suis partie à New York, je suis partie à Shanghai. Ça, c'était plutôt sympa, mais ensuite, dans le monde professionnel, quand tu te frottes au monde professionnel, et je suis allée chez Bain, et ils sont très bienveillants à l'américaine, mais c'est un monde quand même, voilà, faut respecter tout ce qu'on te demande. Si tu sors du chemin, tu sors, quoi. J'adore ces boîtes. Non, mais alors, j'adore Bain. Hein. Formateur et tout. J'adore, hein. Non, mais je parle du coup là dans cette culture-là où moi je suis aux antipodes de ça complet, mais c'est très intéressant et très formateur, je pense, pour toi quand tu sors justement d'école, parce que. Ouais. Et puis quand tu sors avec ta naïveté ultime, parce que vraiment, moi j'avais ce côté. Tout le monde il est beau quand même, tout le monde il est gentil. Voilà, c'est génial. Finalement, tu vois, je me suis dit finalement. Tout converge. Enfin, ma vie a été dure, mais je suis dans une belle école, voilà. Et t'arrives, mais c'est le monde professionnel, quoi. Ça te casse un peu, et tant mieux, parce que quand tu sors d'HEC, parfois les gens se prennent un peu pour des stars, donc c'est bien, ça les recadre un petit peu. Et nous tous, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'une boîte comme Bain, ça structure, ça formate et tout. Et encore une fois, merci à Bain. Moi, j'essaye de répliquer leur culture dans ma boîte. Mais c'est sûr que ouais, tu sors pas trop du sentier. Et donc, c'est là aussi où pour moi ça a été difficile. C'est qu'il y a un moment où je me suis réveillée un matin en me disant « Bain, j'adore, ça m'a formaté. Franchement, j'ai appris tellement de choses. Les gens sont extraordinaires. Il n'y a que des têtes. C'est génial de travailler dans cet univers-là. T'apprends énormément. On te fait une confiance de dingue et tout. Mais où est la créativité ? Où est la personnalité ? Où est je ne suis pas comme tout le monde ?» Et donc, c'est là aussi que ça a ressurgi. Et c'est pour ça que je me suis dit, je me donne des objectifs, mais au bout de quelques années, il faut que je parte parce que il faut que j'aille faire ce qui me passionne, ce qui me fait lever le matin quand même. Et dis donc, c'est une sacrée histoire tout ça, Aurore. Ça part de loin, hein, vite, hein. C'est ouf. Hein. Ouais, on voit toute l'étape de construction, là, comme ça, hyper intéressant. Écoute, je pense que pour cette petite interview... on va être pas mal. T'as quand même beaucoup donné, là. Alors qu'on digère un peu tout ça, quand même. Hein. Mais on n'en a pas fini, Aurore. On va passer aux questions pour la mention. Allez, c'est parti. Question pour la mention. Non, c'est toi qui donnes le top, hein, dis donc. Pas déconner avec Aurore aujourd'hui. Hein. Alors, la première question, Aurore. C'est quoi, pour toi, les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Waouh. Écoute, je crois qu'on en a un petit peu parlé. La première, je dirais que c'est la générosité. Et on en a discuté. Et la générosité, pour moi, elle est multiple. Hein. C'est pas juste... Enfin, c'est bien de donner son argent. C'est une première chose. Mais je crois que c'est Sénèque qui disait, c'est marrant parce que les gens sont d'accord de donner leur temps en se disant que ça leur coûte rien, alors qu'en fait, c'est la chose la plus précieuse puisque c'est un temps limité, malheureusement. Mais d'ailleurs, moi, je veux toujours pas y croire. Mais je crois qu'il y a un moment où c'est fini. Et donc, voilà, le partage de son temps, je pense que c'est très important, de son savoir, de soi, l'ouverture aux autres. Et c'est pour ça que je disais, voilà, moi je suis toujours ouverte. S'il y a des gens qui me contactent, j'essaye, je suis désolée, je réponds pas toujours, mais j'essaye au maximum, en tout cas, d'être dans cette démarche de générosité et au service de l'autre. Et générosité avec n'importe qui, parce que
on a tendance, je pense, à être généreux avec des gens qui nous intéressent, entre guillemets. Je dis un truc horrible, hein, mais je le vois dans ma vie. Et moi, pour moi, c'est important de me rappeler toujours, sois généreux avec les personnes qui sont plus petites que toi, avec de façon désintéressée et à tout point de vue. Donc ça, c'est la première vertu, en tout cas à mon sens. La deuxième, c'est pas très loin, c'est l'ouverture d'esprit. Bon, on en a parlé. L'acceptation, le respect de l'autre et de la différence. Et je pense que j'ai une mission ici parce que, en fait, moi, je suis née avec de l'ouverture d'esprit de par toutes mes raisons familiales. Je suis rentrée j'ai tout fait pour rentrer dans les codes des endroits fermés. Je me donnais des challenges, tu vois, genre je veux aller dans un rallye, je veux aller à HEC, enfin des trucs vraiment qui sont codifiés, Bain. Et c'est pour ça, je pense que j'ai voulu tout donner pour aller dans ces endroits très fermés qui nécessitent d'avoir plein de critères. Et maintenant que j'y suis allée, je me dis, j'ai la mission d'ouvrir les yeux un peu à ces univers-là et toujours d'être dans cette démarche de pas de jugement, quoi. Et le jugement, je pense que c'est important de pas juger, d'être toujours à se dire peut-être que cette personne elle a agi de cette manière parce qu'elle avait ses raisons et toujours essayer d'être dans l'acceptation de l'autre et d'avoir les yeux ouverts toujours et le cœur ouvert. Et le dernier, je peux pas ne pas le dire, c'est la résilience, ne rien lâcher. Moi, les gens qui me connaissent, la première chose qu'ils diraient, je pense que c'est ça. Aurore, elle lâche rien. Tu peux pas passer par la fenêtre, c'est pas grave. On va trouver une manière de passer par tous les moyens. Un conduit d'aération quelque part, il y a quelque chose. Et je pense que la résilience, c'est ce qui. J'ai de la chance. Je pense que je suis née avec ça. Et on l'a construit aussi avec mon frère et tout ça. Mais c'est une force de dingue et la résilience, pour moi, c'est une de mes valeurs parce que je pense qu'avec de la résilience et avec de l'ambition et en se disant on y arrivera toujours, ça marche toujours. Parce que de fait, je l'ai vu, quand tu pousses et à la fin, ça marche. Et ensuite, je pense qu'il y a un dépassement de ça, c'est-à-dire que oui, il faut pousser pour arriver à ce que tu veux, mais il faut le faire avec légèreté pour que ce soit agréable, parce qu'il y a eu une phase où j'étais un peu pushy. Donc l'objectif, c'est de dépasser tout ça et d'être agréable à l'autre, mais en tout cas, de jamais rien lâcher. Écoute, c'est validé. Hein. C'est une très bonne... on a dit générosité, on a dit ouverture d'esprit et on a dit résilience. C'est ça. Ouais. Bim. Magnifique, Aurore. La prochaine question. Est-ce que tu as un livre, un podcast, quelque chose que tu aimerais partager, que tu as bien kiffé ? Oui, je vais faire tant mieux. Moi, je suis très lecture et podcast. Lecture, ma cagne. Et voilà, j'aimerais avoir plus de temps pour lire. Le podcast, c'est sympa parce qu'on peut faire deux choses en même temps. Et comme on me l'a bien appris, le multitasking, c'est vraiment super. Donc, j'aimerais bien me concentrer un peu plus parfois. Mais bon, c'est un détail. En tout cas, j'aimerais faire honneur à Mathieu Stéphanie, parce que c'est quand même... on a commencé avec lui, donc on va finir avec lui. Parce que merci Mathieu Stéphanie, il nous interviewe quand même des personnes super. Et notamment Catherine Painvin. Je ne sais pas si tu as écouté son podcast. Catherine Painvin, elle a fondé Tartines et Chocolat. Elle a fondé des maisons d'hôtes, notamment dans le Perche. En fait, je l'ai écoutée, elle est extraordinaire. Déjà, c'est une femme. Donc, Catherine, globalement, voilà. Ça partait bien, ouais. Exactement. On me l'a recommandé à plusieurs reprises. Va écouter Catherine Painvin. Donc, je me suis dit, c'est marrant, il y a plein de gens qui pensent qu'il y a un truc entre elle et moi, peut-être. Bon, je prétends pas ça, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que c'est une solo founder. Elle a fondé sa boîte un peu toute seule. Et en fait, c'est très rare. Déjà, c'est rare d'être solo founder. Ensuite, c'est rare d'être une femme et solo founder. Et en plus, elle a pas monté une boîte dans la tech. Ce qui est rare en 2021. Et, c'était avant, du coup, pour elle. Et en plus, elle a voulu monter des boîtes qui mettaient en avant l'expérience, l'esthétisme. Elle avait une intuition incroyable et elle te disait... elle te dit, par exemple, je suis allée un jour à un événement, j'ai vu des petits-enfants habillés. Et là, j'ai visualisé Tartines et Chocolat. J'ai visualisé ce qui était la mode pour enfants. Donc, elle a l'oreille absolue, tu vois, de la mode ou de l'esthétisme. Je veux pas détériorer ce que dit Catherine Painvin, surtout pas. Mais en tout cas, je dis ce que moi, ça m'a évoqué. Et moi, ce que ça m'a évoqué, c'est j'ai envie d'avoir cette oreille absolue et en tout cas de la travailler de ce que c'est que l'expérience à l'état pur, ce que c'est que faire vivre des émotions aux autres.
parce que c'est mon métier aujourd'hui, c'est de faire vivre des émotions aux autres, de faire vivre des expériences extraordinaires qui te transcendent. Et j'ai senti ça, tu vois, chez Catherine Painvin, où elle racontait ces maisons d'hôtes dans le Perche où tout est millimétré, les rideaux, le petit sous-détail, le sens du service. Voilà, et ça m'a fait beaucoup d'écho. Eh ben putain, si avec ça, les gens ils ont pas envie d'aller écouter Catherine, allez vous foutre devant les anges de la télé-réalité, ça va calmer tout le monde. Hein. Ça, eh ben écoute, très bon podcast. Et en fait, j'allais dire merde, ça me dit un truc, mais parce que quand on s'était appelé la première fois, tu m'avais déjà dit de l'écouter. Ah oui. Et comme je suis quelqu'un de très assidu, je l'ai pas fait. Moi aussi, j'ai mis un peu de temps. Il a fallu que 4-5 personnes me le disent. Du coup, je vais le faire. C'est une très bonne, ça a l'air d'être un putain d'épisode avec Mathieu. Bah oui, forcément, lui, c'est vraiment le daron du podcast. Hein. Donc, mais toi aussi, Enzo. J'arrive, moi je suis le petit cousin, tu vois, bon, je fais mon trou, je fais un petit truc, quoi, il se passe quelque chose. J'ai une dernière question pour toi, Aurore, c'est quoi ton prochain objectif ? Alors, mon prochain objectif, c'est... alors, il y en a deux. Comme on a parlé de mon frère, c'est important de me rappeler, parce que je l'oublie, comme j'ai plein de trucs à faire, c'est d'essayer de passer du temps avec lui et de lui faire vivre des expériences cool. Bah, quand même, comme je vends des expériences, faut quand même qu'il en profite et de réussir à l'intégrer de plus en plus. J'ai de la chance parce que je suis avec un mec qui m'aide à l'intégrer de plus en plus et à le faire vivre et à lui donner toute sa place. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment un accomplissement pour moi et j'ai envie qu'on pousse ça. Et mon réel objectif, voilà, tous les matins, je me réveille, c'est ma boîte, évidemment. Mon objectif, c'est d'atteindre 2,5 millions de chiffre d'affaires cette année. On a fait 1 million l'année dernière, donc là, c'est la 2e année. Et donc, de vendre plein d'events à des grosses boîtes. Il faut qu'on donne tout pour Noël, parce que là, on a des énormes objectifs pour Noël. Donc voilà, mon objectif, c'est de faire grossir ma boîte, de recruter, que ça devienne une référence en événements extraordinaires. Voilà. Écoute, c'est des très beaux projets, des très beaux objectifs, Aurore. Petit rituel de fin, où tu n'as pas y échappé. Est-ce que tu nous résumes tout ce qu'on s'est dit depuis 40 minutes ? Ah ouais. En une phrase, une punchline. Ah, t'étais pas prête pour ça. Hein. Ça, je t'avais pas dit qu'il y avait ça. Sympa la synthèse, ok. Voilà. Ne me fais pas un truc de 3 minutes. Hein. Non. Je veux une phrase. Non, boum. 1 minute. Bon, si je résume, déjà j'étais ravie de cet échange. Franchement, c'était hyper agréable. Donc merci beaucoup. Si je résume, peut-être générosité, ouverture et résilience. La vie nous donne des bouquets voilà, à la naissance. Et il faut les accepter et se dire que c'est une mission. Et se dire comment je vais faire que mon bouquet va devenir... une forêt, quoi. Comment je vais transformer ce qu'on me donne en un truc extraordinaire et transformer ce qu'on te donne à la naissance en une mission qui va impacter le monde. Bon, voilà, juste sobrement, moi, j'ai envie d'impacter le monde et je pense que mon frère m'a donné cette niaque et cette ambition pour essayer à deux, conquérir le monde et pas juste seul. Je suis pas seule grâce à lui. La vie est un bouquet. C'est pas mal cette métaphore du bouquet, j'aime bien. C'est beau, hein. C'est pas mal, Sartre. pas mal. Ouais, Sartre. Merci Jean-Paul. Écoute, merci Aurore d'être venue. Merci pour ce temps, c'était hyper cool, très bon échange, super sujet, à rigoler en plus, comme quoi on peut rire aussi, tu vois, des choses comme ça, des sujets qui paraissent pas fun au départ. Et ça fait du bien et c'est cool. Et merci pour tout ton partage, toutes tes belles valeurs que tu as véhiculées. Et puis, merde pour Acme. Et puis, un bisou à ton frère. Je l'embrasse, il sera content. Ouais. J'en suis sûre. Il va écouter, du coup, j'espère. Ah, c'est sûr, il va être trop content parce que il me voit passer à la télé et il dit, moi, j'ai fait comme ma sœur parce qu'il est passé à la télé il y a pas longtemps, comme il est dans un ESAT. Trop bien. Et voilà, donc toute référence à lui, il adore. Je serais trop chaud, tu me diras bien ce qu'il en a pensé. Je veux vraiment son feedback, plus que tous les autres. On a rien à foutre des autres, je veux le sien. Promis. Trop bien. Écoute, merci Aurore. Merci Passe une belle journée, et puis à bientôt. Salut Enzo. Ciao. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.